Tu viens de toucher 1000 € ou tu as déjà cette somme sur ton compte bancaire et tu souhaiterais l'investir. Dans cette vidéo, on va voir comment on peut faire pour investir intelligemment ces 1000 €. Si tu me connais pas, je m'appelle Nicolas, j'ai 23 ans et ça fait depuis maintenant 3 années que je te partage quotidiennement du contenu sur la finance, l'investissement sur mes réseaux sociaux principaux qui sont Instagram, TikTok et Facebook. Pour me présenter rapidement, après mon bac, j'ai fait mes études à Paris Dauphine. J'ai fait une licence économie-gestion. Après, j'ai fait un master finance à Paris Dauphine. J'ai fait 2 stages en banque d'affaires sur Paris et ensuite j'ai intégré HEC Paris. Et à titre personnel, ça fait maintenant depuis 5-6 ans que j'investis. J'ai commencé à mes 18 ans sur les actions et ETF et depuis 2020 sur les crypto-monnaies. Mon but sur cette chaîne, c'est vraiment de te vulgariser, t'expliquer les concepts financiers pour que la finance n'ait plus aucun secret pour toi. Et souvent, les questions qu'on me pose, c'est comment faire pour investir quand on est débutant, qu'on a un petit montant à placer, par exemple 1000 €. Comment faire pour investir ces 1000 € de manière intelligente. Donc c'est pourquoi on va avoir exactement ce thème dans cette vidéo. Et juste avant de commencer, je te laisse t'abonner et liker cette vidéo. Avant de rentrer en détail, je tiens à souligner que je vais te partager uniquement mon retour d'investisseur. Parce que comme tu le sais, cette vidéo, c'est pas du tout un conseil en investissement et moi, je ne suis pas un conseiller en investissement. Et donc, cette vidéo, ça doit être une vidéo parmi tant d'autres qui va te permettre d'accumuler des informations et de faire des choix d'investissement plus éclairés. Avant de commencer à investir, il faut que tu te définisses ton objectif. Pourquoi tu veux investir ces 1000 €? Est-ce que c'est parce que tu souhaites gagner de l'argent sur un horizon court terme parce qu'après tu souhaites faire un achat, par exemple t'acheter une voiture d'occasion, ou si c'est pour investir tous les mois et préparer ta retraite quand tu auras 60-70 ans, ou juste investir sur une certaine classe d'actifs pour comprendre, mettre un pied dedans et comprendre vraiment en détail comment ça fonctionne, ou tout simplement ça peut être juste parce que tu souhaites augmenter ton patrimoine financier et vraiment le maximiser et ton objectif c'est juste de construire un empire patrimonial. Bref, dans tous les cas, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Ton objectif, c'est le tien, mais il faut juste que tu saches pourquoi tu le fais. Parce que en fonction de ton objectif, ça va déterminer deux choses. Premièrement, ça va déterminer ton horizon de placement. Et deuxièmement, ça va un petit peu orienter ton profil de risque. Donc au niveau de l'horizon de placement, il faut que tu saches si tu souhaites placer à court, moyen ou long terme. Un horizon à court terme, on va le désigner à moins d'1 an. Un horizon à moyen terme, ça va être plus d'1 an à, on va dire, moins de 10 ans. Et un horizon de vraiment long terme, c'est plus de 10 ans. Ça va vraiment être, par exemple, préparer ta retraite si tu as 20-30 ans. Donc, par exemple, si ton objectif c'était de faire une plus-value rapide pour acheter quelque chose, bah là, ton horizon de placement, ça va être du court terme, ça va être moins d'1 an. Si ton objectif, ça va être de soit maximiser ton patrimoine, soit préparer ta retraite, là, tu auras un horizon de placement de long terme. Et donc, pour vraiment savoir son niveau de risque, comme je te l'ai dit, ça va dépendre de ton objectif et ton horizon de placement, mais il faut aussi que tu saches, toi, la personne, c'est quoi ton niveau de risque? Est-ce que tu es une personne qui déteste le risque ou tu es une personne qui est vraiment un peu fonceur, fonceuse, qui est prêt à prendre des gros niveaux de risque? De mon expérience, en ayant parlé avec des dizaines et dizaines de personnes qui investissent, on a souvent tendance à surestimer notre niveau de risque. Par exemple, on va se dire qu'on est une personne très risquée, mais quand il va falloir faire le choix de mettre de l'argent de manière récurrente sur des actifs risqués, bah là, ça va être un peu plus difficile. Il faut déjà apprendre à se connaître. Est-ce qu'on pense être une personne qui aime le risque? En gros, imagine tes 1000 €. Est-ce que tu es prêt à les perdre totalement? Si tu es prêt à les perdre totalement, ça veut dire que ton niveau de risque est élevé, mais ça peut aussi dire que ton potentiel de gain va être plus élevé. Bref, ça il faut que tu le saches. Et en fonction de ton niveau de risque, tes choix d'investissement vont être plus ou moins différents. Et donc dans cette vidéo, je vais te présenter 3 portefeuilles d'investissement. Le premier, c'est si tu tolères un risque faible. Le second, c'est si tu tolères un risque moyen. Et le troisième, c'est si tu tolères un risque élevé. Et avant que je te présente ces 3 portefeuilles, je vais te présenter quels actifs on va mettre dans ces portefeuilles. Et en fonction de ton niveau de risque, on va modifier la pondération de chaque actif dans chaque portefeuille. Le premier actif que tu auras dans ton portefeuille, ça va être des ETF. ETF, ça veut dire Exchange Traded Funds. En français, ça veut dire des fonds négociés en bourse. En gros, les ETF, c'est des actifs qui vont suivre un indice boursier. Pour donner un exemple, la bourse en France, ça s'appelle le CAC 40, mais tu vas pas pouvoir investir directement dans le CAC 40. Si tu souhaites investir dans le CAC 40, il va falloir que tu investisses dans chacune des entreprises qui font le CAC 40, c'est-à-dire les 40 entreprises françaises cotées qui ont la plus grosse valorisation. Le prix des actions peut être assez cher. Et l'alternative, c'est d'avoir un ETF. En gros, c'est un actif qui va répliquer cet indice, donc le CAC 40, et qui va te permettre d'avoir un actif à un prix relativement faible, donc ça va être dans les 30, 50, 60 €, d'avoir toute l'économie française cotée des 40 plus grosses entreprises françaises cotées. Donc ça, c'est valable, comme je dis, avec le CAC 40, c'est valable aussi avec le S&P 500, donc les 500 plus grosses boîtes américaines cotées, mais tu as aussi sur plein de géographies. Tu peux avoir le monde entier, tu peux avoir en Asie, tu peux avoir sur certaines industries, les top entreprises dans l'industrie, je sais pas, de la tech, de l'automobile, dans les énergies renouvelables, dans les énergies pétrolières. Bref, ça existe dans plein de domaines. Ça va te permettre, avec un seul actif, d'investir
d'investir dans plein d'entreprises et vraiment de diminuer ton risque. Comme tu auras plein d'entreprises, si tu as le prix d'une action d'une entreprise dans ton ETF qui chute, bah tu auras toutes les autres pour compenser. Donc ça c'est bien parce que ça va te permettre de vraiment diminuer ton risque. La contrepartie avec les ETF, c'est que dans les actions qui font ton ETF, si tu as une entreprise dont le cours de bourse explose à la hausse, bah ton ETF, comme tu auras plein d'actions, ça va être lissé par les autres performances des autres entreprises. Et du coup, ta performance de ton ETF, elle sera beaucoup moins élevée que par exemple si tu as une action qui surperforme, ton potentiel de gain il va être plus élevé que ton ETF. Mais avec ton ETF, ton potentiel de gain est plus faible, mais ton risque est plus faible. Donc voilà, c'est le trade-off à avoir. L'actif numéro 2, ça va être les actions. Les actions, tout simplement, ça représente les parts d'une entreprise dont certaines personnes vont avoir ces parts. On les appelle les actionnaires. Et en gros, les actionnaires, ils vont être rémunérés sous deux façons. Premièrement, imaginons, ils achètent des actions à 100 et le cours de bourse explose à la hausse et ça vaut 200. Bah, ils auront fait une plus-value de 200 moins 100, soit 100 euros. Ça, c'est la première manière d'être rémunéré avec les actions, c'est de faire une plus-value. La deuxième façon d'être rémunéré avec les actions, c'est sous forme de dividendes. L'entreprise, de manière trimestrielle, annuelle ou autre, elle va distribuer une partie de ses bénéfices. Et ça, elle va le distribuer à ses actionnaires. Donc si tu achètes une action d'une entreprise, tu peux gagner de l'argent à la fois avec la hausse du cours, mais à la fois aussi avec la distribution des dividendes. L'avantage avec les actions, c'est que sur les dernières décennies, c'est la classe d'actifs qui a le plus performé. Et sur un horizon long terme, en général, on a des performances dans les 8 à 15% par an. Aussi, ça permet de constituer un revenu passif avec les dividendes. Et la contrepartie, c'est que si c'est la classe d'actifs qui a le plus performé sur les dernières décennies, ça veut dire aussi qu'il y a un certain risque, il y a une certaine volatilité. 8 à 15%, c'est une moyenne. Ça veut dire que tu as des années où tu peux être en négatif. Si tu choisis les mêmes actions, il y a même des entreprises qui ont fait faillite, donc tu peux aussi tout perdre. Les actions, c'est une classe d'actifs à considérer, mais il faut aussi être conscient de son risque. La troisième classe d'actifs, ça va être les obligations. Les obligations, c'est un titre de dette. En gros, des entreprises ou des États vont émettre de la dette. Cette dette, on va les appeler les obligations. Tu vas pouvoir acheter ces titres de dette, donc tu vas financer cette entreprise et en contrepartie, tu vas être rémunéré avec ce qu'on appelle des coupons. L'entreprise ou l'État va te verser de manière périodique, trimestrielle, annuelle, des intérêts, comme je dis, on les appelle les coupons, et soit de manière périodique, donc trimestrielle ou annuelle, ou soit à la fin de l'obligation, tu vas récupérer tout ton capital. En général, ça se fait plus à la toute fin. Donc l'avantage avec les obligations, c'est que le risque est beaucoup plus faible, comme ça va être un titre de dette. Ces entreprises ou ces États vont devoir te rembourser en premier, donc ton risque il va être beaucoup plus faible. Après, ça dépend, tu as des entreprises qui seront très peu risquées, donc tu es quasi sûr qu'elles vont te rembourser, comme par exemple Apple qui est un triple A ou l'État américain, tu vois, qui est triple A. Tu peux aussi avoir des entreprises ou des pays, je sais pas, le Kazakhstan qui a des obligations qui sont hyper mal notées parce que le Kazakhstan a une économie vraiment pas top. Et bah tu peux avoir des rendements de malade, mais le risque associé est vraiment hyper élevé. Avec les obligations de manière générale, tu as un risque faible, mais ton rendement est aussi assez faible. La quatrième classe d'actifs, ça va être tout ce qui est lié aux crypto. Donc crypto, pour moi, c'est les crypto-actifs. Donc tu auras les crypto-monnaies, tu auras les NFT, tout ce qui est lié au métaverse, bref, tout ce qu'on va lier à l'univers Web3. La crypto-monnaie la plus connue, ça va être le Bitcoin. C'est l'actif le plus performant des 10 dernières années. Si c'est la classe d'actifs la plus performante des 10 dernières années, ça sous-entend aussi que le risque est hyper élevé. Et par exemple, en 2021, son cours était à 68 000, c'est descendu à 15 000 en début 2023, là on est repassé à 45 000. Bref, ça fluctue énormément. La volatilité est hyper élevée, mais le potentiel de gain peut être aussi élevé. Donc c'est une classe d'actifs hyper élevée qui peut être intéressante à avoir dans son portefeuille, mais il faut être conscient des risques. La cinquième classe d'actifs, ça va être lié aux SCPI, donc les sociétés civiles de placement immobilier. On va pouvoir investir dans l'immobilier avec cette classe d'actifs, mais avec des petits montants. Parce que si on souhaite investir dans du vrai immobilier, acheter un appartement, une maison, un parking, on va devoir solliciter plusieurs milliers, dizaines, voire centaines de milliers d'euros. Et donc si on a un petit porte-monnaie, donc si on a juste 1000 euros, on se rend compte que c'est pas possible. Et donc c'est pour ça que les SCPI, on va pouvoir investir à partir de plusieurs dizaines, voire centaines d'euros dans cette classe d'actifs. Donc le fonctionnement des SCPI, c'est que des fonds vont collecter notre argent. Avec leur argent, ils vont investir dans l'immobilier. En général, ça va être de l'immobilier professionnel. Et ensuite, avec ces investissements de l'immobilier professionnel, ils vont recevoir les loyers des entreprises. Ces loyers, ça va repasser par la SCPI, elle va prendre ses frais et boum, elle va reverser une partie aux investisseurs. Donc ça va être la première façon de gagner de l'argent avec les SCPI. Et tu auras aussi une deuxième manière, si les investissements immobiliers prennent de la valeur, ça sera un horizon de temps beaucoup plus long terme. Et en général, les investisseurs se rémunèrent plus avec le rendement lié au loyer dans les investissements immobiliers professionnels des SCPI. Et l'inconvénient et le risque des SCPI, c'est qu'on est sur une classe d'actifs qui est liée à l'immobilier. Et l'immobilier, c'est un marché qui dépend beaucoup des taux d'intérêt des banques centrales. Et quand les taux sont hauts, en général, les rendements des SCPI chutent ou on peut
peut avoir des mauvaises surprises. C'est une classe d'actifs à considérer, mais faut plus la considérer de manière cyclique. En général, c'est hyper intéressant quand les taux sont bas. Il y a des financements qui sont pas chers. Les prix de l'immobilier continuent d'augmenter sur plusieurs décennies. Donc quand les taux d'intérêt sont bas, c'est intéressant les SCPI. Quand les taux d'intérêt sont hauts, c'est toujours intéressant, mais c'est plus risqué. Donc voilà, c'est ce trade-off à avoir. C'est une classe d'actifs intéressante pour diversifier son portefeuille. La sixième classe d'actifs, ça va être lié aux matières premières. La matière première de référence, c'est l'or. C'est la valeur refuge par excellence. Mais tu as aussi plein d'autres valeurs refuge, comme l'argent, le cuivre ou d'autres matières premières. Leur principal avantage, c'est qu'elles servent de couverture contre l'inflation. En général, leur cours est assez décorrélé de tout ce qui peut se passer sur l'économie. Et donc, ça permet vraiment de pouvoir bien diversifier son portefeuille. Et le point négatif de ça, c'est que ça peut être des prix qui peuvent être extrêmement volatiles et qui peuvent être aussi corrélés à des choix politiques, gouvernementaux. Le cours peut vachement fluctuer à cours de décisions qu'on ne contrôle pas trop. Donc c'est une classe d'actifs à considérer, mais il faut être, comme pour toutes les autres classes d'actifs, conscient de ses risques. Et enfin, la dernière classe d'actifs, ça va être lié au crowdfunding. On va prêter de l'argent à des projets, on va pouvoir les financer pour que les projets se fassent. Ça peut se faire sur l'immobilier, ça peut se faire sur de la facturage, ça peut se faire pour des projets d'entreprise. Bref, on va passer de l'argent à une institution, donc une plateforme de crowdfunding. Cette plateforme de crowdfunding, elle va prendre l'argent de nous et de plein d'autres investisseurs, qu'elle va l'allouer à financer un projet. L'entreprise qui souhaite se faire financer, elle va verser des intérêts à la plateforme de crowdfunding. La plateforme de crowdfunding, elle va prendre des frais et elle va nous réallouer une partie de l'argent qui a été versé par l'entreprise qui avait un projet à financer. L'avantage, c'est qu'on permet de financer vraiment l'économie réelle et l'économie vraiment tangible de monsieur, madame, tout le monde, pas les grosses entreprises qui peuvent être vachement décorrélées de notre quotidien. L'inconvénient, c'est que peut avoir du défaut ou des retards de paiement, donc il y a pas mal de risques aussi à considérer pour le crowdfunding. Donc maintenant qu'on a compris les différents actifs à mettre dans nos portefeuilles, je vais te présenter les 3 portefeuilles selon les 3 niveaux de risque: faible risque, moyen risque et risque élevé. Pour commencer, on va commencer avec le portefeuille avec le risque faible. Dans ce portefeuille, on va mettre majoritairement des obligations, donc ça va être la classe d'actifs la moins risquée, donc on va en mettre majoritairement. Ensuite, on va mettre des ETF à 25%, on va diminuer le risque. Ensuite, on va mettre des actions à 10% pour aussi diversifier son portefeuille et avoir des choses différentes. Après, on va mettre des crypto-monnaies à hauteur de 5%, ça va être l'actif le plus risqué. On va en mettre une petite partie pour vraiment diversifier son portefeuille, parce que le Bitcoin, ça peut être une valeur refuge quand les marchés actions ETF chutent, donc ça peut être aussi intéressant de l'avoir quand on a un portefeuille avec un faible risque plutôt. Ensuite, au niveau des S&P, on va allouer 15% parce que ça permet bien de se diversifier, de dépendre de l'immobilier qui en général sur plusieurs décennies ne fait que de monter et le risque est quand même faible voire modéré. Ensuite, on va allouer 5% au niveau des matières premières pour aussi diversifier et 10% au niveau du crowdfunding. Pour résumer, ce portefeuille, on a majoritairement alloué en obligations, en SCPI, en actions et en crowdfunding, même si c'est majoritairement des obligations. Donc c'est les classes d'actifs avec un faible risque mais un faible rendement. Donc avec ce portefeuille, on a un risque assez faible, donc un potentiel de perte de l'argent qui va être assez faible, mais du coup le rendement, ce qu'on peut gagner, le gain potentiel va être aussi assez faible. Le portefeuille numéro 2 avec le risque moyen, dedans on va avoir 30% d'ETF. Ensuite on va avoir 25% d'actions, puis 20% d'obligations, 10% en crypto-monnaie, 10% en SCPI, 10% en matières premières et 5% en crowdfunding. Ce portefeuille va permettre d'équilibrer à la fois le risque et le rendement. On a les actions et les ETF qui représentent la part la plus importante de notre portefeuille, ce qui fait qu'on a un potentiel de croissance qui va être plus élevé. Et en contrepartie, les obligations et les SCPI vont fournir un peu plus de stabilité au portefeuille. Et les crypto-monnaies et les matières premières, elles sont là pour diversifier et pour augmenter un tout petit peu le potentiel de gain. Et enfin, le dernier portefeuille, celui pour les personnes qui sont prêtes à prendre le plus de risques, il va se décomposer de cette manière. En premier, on va voir les actions à 40%. Ensuite, on va voir les ETF à 20%. Après, les crypto-monnaies à hauteur de 15%. Puis, on va prendre des obligations à hauteur de 10%. Et après, SCPI, matières premières et crowdfunding. Toutes ces classes d'actifs, elles vont être à 5% chaque. Le but de ce portefeuille, ça va être de maximiser le potentiel de croissance à long terme avec une forte pondération en actions et en crypto-monnaie. Parce que ces deux classes d'actifs, elles sont connues pour leur forte volatilité, mais aussi leur fort potentiel de gain. Et les ETF, eux, vont nous permettre d'avoir une certaine diversification. Et les obligations, les SCPI et le crowdfunding, ils vont être là pour diminuer l'exposition en risque. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura été utile. Et pour conclure, je voulais te redire que je ne suis pas un conseiller en investissement. Cette vidéo, c'est juste mon partage de mon expérience d'investisseur. Et que pour bien faire son portefeuille, il faut être conscient de ses objectifs, de son horizon de placement et de son profil de risque. Et les 3 portefeuilles que je t'ai présentés, c'est des portefeuilles que moi je pourrais utiliser selon si j'ai un risque faible, moyen ou élevé. Si ça peut t'aider, avec plaisir. Après, ne prends pas tout ce que je te dis comme acquis. Essaye de te renseigner aussi avec d'autres créateurs de contenu sur YouTube, sur d'autres réseaux sociaux, des sites, des blogs. Bref, essaye d'emmagasiner le maximum d'informations. Mais dans tous les cas, j'espère que cette vidéo t'aura été utile. On se retrouve dans une prochaine vidéo la semaine prochaine. Et sur ce, ciao.